Ok, c'est parti. C'est parti. Merci Margot d'être avec nous sur Dual. Pour commencer, je te propose de te présenter et puis de présenter ton parcours professionnel. Mon parcours professionnel. Alors, je m'appelle Margot. J'ai 36 ans. Mon parcours professionnel a débuté. J'ai arrêté mes études en avant-dernière année de bac français. D'accord. Pour faire un apprentissage en voie commerce élargie. Donc j'ai passé 3 ans d'apprentissage ici à Lausanne. Je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Virtua, qui faisait du web marketing. À l'époque, assez pionnier dans son domaine. Et à la suite de mon apprentissage, j'ai quand même voulu faire des hautes études. J'ai grandi à l'étranger et je pensais que l'apprentissage me restreignait un tout petit peu. J'avais peur qu'il me cloisonne un petit peu en Suisse, donc je voulais quand même m'ouvrir un peu des portes. Donc étant très intéressée par le sport et l'événementiel, j'ai été faire un bachelor en Events, Sports and Entertainment. Donc ça m'a pris 3 ans et demi. Par la suite, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, dans une entreprise locale qui organise des marathons, triathlons et courses cyclistes à travers l'Europe et un petit peu aux États-Unis à l'époque. Donc ça, c'était un peu mon début de parcours professionnel. Donc je ne sais pas s'il faut que je continue après ça. Vas-y. Je continue. Donc là, j'ai passé 2 ans à faire ça. Donc marathon de Genève, pour en citer, et la Haute Route, qui était une course cycliste qui traversait l'Italie, la France et la Suisse. Et ensuite, on a ouvert une version au Colorado, donc dans les Rocheuses. Donc ça, c'était cool. Mais après, je suis partie pour voyager 3 mois en Asie du Sud-Est, donc juste une petite césure de backpacking comme il se doit. Et quand je suis revenue en Suisse, là, je cherchais du travail, toujours dans l'événementiel. Et par un chasseur de tête, j'ai été engagée au CICR, donc au Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, où là, c'est un petit peu long à expliquer, mais en fait, le président du CICR cherchait à organiser une antenne de gens qui organisent des événements conférences dans les zones à conflit. Donc Afrique, Asie, qui avait pour but en fait de rassembler les organisations humanitaires pour qu'elles se parlent entre elles. Parce qu'en fait le problème c'est que toutes ces organisations humanitaires elles sont présentes sur le terrain, mais elles se parlent pas. Chacun fait son truc, chacun s'occupe de son projet, puis nous on était là pour dire salut, coucou, parlez-vous. Donc moi j'organisais des conférences en fait dans le monde entier pour ça. Donc j'ai fait ça presque 2 ans. Et ensuite, j'ai postulé pour l'Euro, donc tout autre spectre, même diamétralement opposé entre l'humanitaire et le foot professionnel. Donc là, j'ai travaillé 2 ans pour l'Euro, où je gérais l'hébergement du staff de l'UEFA. Donc ça, c'était gros projet, c'est sur 6 mois. Le staff est hébergé pendant 6 mois dans l'endroit du tournoi. Il y a 6000 personnes pour un budget de 21 millions environ. Donc, gros projet, grosse organisation, grosse structure, comme on s'imagine être l'UEFA. Donc ça, c'était cool de voir comment fonctionne un événement de haut calibre, mais très corporate. Forcément. Donc j'ai bien apprécié le travail en soi, mais au bout d'un moment la boîte corporate ça me posait un petit peu problème. Donc là j'en ai profité pour partir et monter ma propre entreprise. Donc là je me suis inscrite comme indépendante pour ensuite ouvrir une SARL de coaching sportif. Donc au début, j'étais un petit peu mobile, j'allais chez les gens, je faisais à domicile, je faisais à l'extérieur, j'avais des mandats avec la ville de Lausanne, donc 2-3 choses un peu éclatées par-ci par-là, mais c'était les débuts d'une carrière d'indépendante, donc c'était un petit peu décousu. Et après, je me suis associée avec une amie et on a ouvert une salle de sport à Montreux. Donc studio de coaching sportif, plutôt un peu boutique studio, un peu concept, un peu lounge, sympa, mais je pense que c'était pas le bon concept pour l'endroit.
Je pense pas que la ville de Montreux était prête pour ce genre de choses. Donc, on était ouvert juste une année où ça fonctionnait pas mal, pas trop mal. On avait quand même une dizaine de clients, mais juste pas assez pour tourner, quoi. On avait emprunté très peu d'argent. Donc, on savait qu'il fallait soit que ça décolle, soit que ça ne durerait pas, quoi. Donc, on a fermé. Et puis après, il a fallu trouver du boulot. Donc, je suis retournée chez un monstre corporate qui est l'UBS en tant qu'events manager. Donc là, j'organisais des événements pour la clientèle de l'UBS, immobilier et clientèle privée. Ok. Voilà. Donc ça, j'ai fait une année pile poil, ce qui m'a suffi. Et puis après, je suis partie travailler où je suis maintenant, donc l'école hôtelière de Glion, que j'ai faite moi-même, où je gère le réseau des diplômés, donc des alumni réseau mondial. Et me voilà. Bon, bah, on va reparler de tout ça. Voilà, peut-être aussi pour contextualiser, on a fait notre CFC d'employé de commerce ensemble, on a été au cours professionnel ensemble. Donc, c'est super drôle de voir la différence de parcours en ayant été au cours professionnel ensemble. Justement, il y a quelque chose qui est assez intéressant déjà dans les débuts, dans la scolarité, comme tu l'as dit, t'as une famille multiculturelle, ou en tout cas d'avoir vécu dans d'autres pays que la Suisse, notamment les États-Unis. Donc déjà une perception des études qui est, j'imagine, un peu différente, notamment avec, je crois, 2 grands frères qui avaient fait des hautes études directement, etc. Est-ce que tu as fait quand même une partie de l'école obligatoire en Suisse, ou lorsque vous êtes revenu en Suisse, parce que ton papa avait un poste de cadre en fait dans une multinationale, si on peut dire ça comme ça, quand vous êtes revenu en Suisse, tu as directement été au bac français, j'imagine, dans une école privée, ou est-ce que tu as fait un tout petit bout de scolarité obligatoire? Non. Alors, j'étais à l'école privée suisse, donc à Chailly, à l'école nouvelle. Oui. Et en fait, c'est là que j'ai fait quelques années et j'ai décidé de repasser sur le bac français, parce qu'à New York, on était au lycée français. D'accord. Donc déjà dans un parcours français, et en fait le système suisse ou international, puis c'était un bac international qui proposait à l'école nouvelle, oui, il ne me permettait pas de prendre l'option littéraire, ce que je voulais prendre. D'accord. Étant nulle en sciences. Donc je me suis dit, je me donne de meilleures chances et puis je vais au lycée français de Lausanne, à Valmont. Comme ça, je peux refaire l'option littéraire et puis ça ira mieux. Ce qui n'a pas du tout été le cas, parce que, en fait, j'avais déjà pris du retard, parce qu'en fait, la France, par rapport à nous, ils sont hyper avancés en lettres. Ils lisent un peu plus, hein. Ils lisent un peu plus. Et mieux. Donc, je suis retournée là, et puis je me suis dit, purée, je suis hyper en retard. Ok. Le premier bac blanc que j'ai fait, je me suis tapé un bon vieux 7/20. Ok. Et pourtant, moi, je suis bonne en lettres, en langue. Alors, on m'avait dit, ouais, mais la prof, elle est hyper dure. J'étais là, ouais, mais là, il y a quand même un petit écart, là. Et puis, en plus, c'est une école, je n'ai absolument rien contre la religion. J'ai grandi catholique, mais c'est une école catholique. Donc, tous les matins, la petite prière, les bonnes sœurs et tout. Donc, c'était quand même assez carré, quoi. Donc, j'ai tenu de septembre à février. Ok, 6 mois. Ouais. Et là, j'ai dit à mes parents, voilà, c'était cool, mais ça va pas le faire. Donc, j'ai arrêté. Je me suis trouvé des petits boulots d'étudiants de février à la rentrée. Le temps de trouver ma place d'apprentissage, puis après, j'ai commencé. D'accord. Ouais. Donc là, tu as eu de la facilité à trouver de la place d'apprentissage. Pour toi, c'était évident, employé de commerce. T'as pas non plus réfléchi à un moment donné à faire la matu intégrée, enfin... Non, alors c'est-à-dire que mes parents qui n'ont pas fait d'apprentissage, c'est clair que j'étais un petit peu seule dans ma réflexion, dans ma quête, exactement. Donc, et en plus, j'avais pas vraiment de passion j'avais pas ciblé vraiment un truc. Donc, je me suis dit, je prends la voie la plus générale et puis employé de com. Puis, ça me paraissait évident. Ouais. Je savais pas trop quel milieu cibler. Alors, c'est sûr que j'avais commencé par les choses qui me parlaient plus, le CIO,
les choses qui étaient évidemment un peu plus sportives. Et puis en fait, Virtua, je crois que c'est ma mère qui était tombée sur une annonce dans le journal papier. Ça existe encore, ça existait encore. Puis qui m'a dit, essaye ça, web marketing, cool, c'est sûrement un petit peu pionnier. En fait, on connaissait pas du tout. Ouais. Et puis, j'ai fait mes entretiens là-bas, et puis ils m'ont prise, et puis j'ai pas tellement réfléchi. On réfléchissait peut-être un peu moins, on se prenait un peu moins la tête. Donc, j'ai dit, allons-y. Ouais. Voilà. Et c'était une grande entreprise. Comment ça s'est passé ces 3 ans? Alors, ils étaient une grosse vingtaine, de gros clients à l'époque, parce qu'en fait, ce qu'on faisait le plus, c'était le SEO. Ouais. Et des sites internet. Et puis, on était une vingtaine. J'essaie un peu de me remémoriser. Donc, pour ceux qui connaissent pas SEO, donc Search Organic, un truc comme ça. Search Engine Optimization. Voilà. Donc, tout ce qui est référencement naturel, donc avoir des textes qui font que lorsque il y a une recherche sur Google, on apparaît dans les premiers résultats sans payer des ads sur Google pour apparaître. Voilà. Exact. Okay. Donc, c'était intéressant d'être dans ce milieu-là, parce que ça, c'était en 2008. Donc, il n'y avait pas encore toutes ces entreprises de com présentes. Donc, vous étiez précurseur, quoi. Très. Donc, après, moi, je faisais plutôt de l'admin, quoi, employé de com. Hein, donc, je faisais un peu le secrétariat. Puis, par contre, comme je parle anglais, je faisais beaucoup de traduction de contrats, traduction d'offres, parce qu'on avait pas mal de clients internationaux. OK. Donc, ça s'est bien passé. C'était pas la passion totale, mais ça s'est bien passé. Les cours étaient... Alors, j'ai beaucoup apprécié le mix cours-bureau. Ouais, ça pour moi, c'était vraiment bien. Ouais, ça veut dire qu'on passait pas trop de temps ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment bien. Histoire de pas s'ennuyer trop vite, quoi. Et puis, justement, par rapport au parcours académique que tu avais eu avant, voilà, en école privée et puis après un bout de lycée, au niveau des cours professionnels, c'était un niveau qui était accessible pour toi, et est-ce que tu avais des difficultés dans des branches ou Non. Pas en anglais, j'imagine. Non, ça allait bien, ça allait pas trop mal. Dispensé. Non, alors j'essaie un peu de me refaire tous les cours qu'on a eus. Ça, je trouvais que ça matchait assez bien. J'ai pas été étonnée d'un niveau ou trop faible ou trop élevé. Donc, je trouvais que ça matchait bien. Je m'y suis bien faite, si ce n'est la compta, qui était un véritable désastre du début à la fin. Mais non, c'était bien. Puis j'ai trouvé que pour une grande école, c'est vrai que moi, c'était la première fois que j'allais... à l'école publique. À l'école publique, oui. Donc, j'étais étonnée, en fait, que même si on est nombreux, les profs, ils ont des millions d'étudiants, je trouvais que c'était plutôt... comment dire, cadré, quoi, suivi. Qualitatif. Ouais, moi j'ai toujours été, je trouvais qu'on avait, la majorité de nos profs étaient bien. Il y avait en classe, il y avait quand même un bon soutien. Moi j'ai trouvé bien. Ouais. J'ai trouvé bien. C'était il y a longtemps, donc je suis en train de me demander à quel point ça aurait peut-être changé. Mais je trouvais ça plutôt bien structuré. Et justement, à la fin de ton CFC, même pendant ton CFC, tu avais tout de suite cette perspective de vouloir faire des hautes études après post-grad, ou tu t'es dit tout d'un coup à la fin du CFC, j'enchaîne tout de suite. Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, c'est, il y avait aussi cette option quand même de faire la Matu Pro sur une année et d'aller peut-être à l'EHL, par exemple, qui était aussi une école hôtelière qui était réputée, mais qui... te convenait peut-être moins en termes de positionnement. Alors, ou quoi ? Explique-nous un peu ça. La seule raison pour laquelle j'étais à Glion et pas les HL, au plus grand malheur de mes parents, parce que les HL est une HES, donc ça coûte beaucoup moins cher que Glion, c'est que les HL ne proposaient pas de bachelor en événementiel. D'accord. Parce qu'à Glion, c'est pas juste une spécialisation, c'est que j'ai vraiment fait que ça. Donc j'ai pas fait d'hôtellerie du tout. D'accord, ok. Non. Donc, et en fait, c'était la seule école qui proposait un bachelor avec cette notion d'événementiel sportif. D'accord, ok. Après, est-ce que je l'ai... Alors, je pense pas que j'y ai pensé pendant mon apprentissage.
en ciblant ça. Je pense que je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je me rappelle un petit peu de cette réflexion vers la fin de l'apprentissage en me disant, moi j'ai quand même envie de garder cette voie potentielle internationale, et donc il me manque quand même un bout, quoi. Non pas plus de formation, mais une formation un peu internationale, enfin une formation autre quand même. Qui avait finalement une aura et une réputation qui étaient différentes. Exact. Donc c'était pas tellement de me dire il me faut plus, mais c'était de me dire quand même il me faut autre chose. Parce que si je voulais voyager, le CFC sur le CV, il pèse pas tant que ça, je pense. Ça a sûrement changé, mais c'est vrai que c'était ma crainte. C'était ma crainte. Puis comme j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient prêts à m'offrir des études. Surtout que le CFC, enfin, reconnu ou pas à l'étranger, ça reste une formation initiale. Donc de toute façon, t'as pas une spécialisation. Donc certainement que du boulot à l'étranger, t'en trouves parce que voilà, t'as travaillé, mais t'es en pays de commerce. Donc exact. tu chopes un job de toute façon de junior. Et puis voilà. Donc, et puis raconte-nous donc ce bachelor. Donc t'arrives à nouveau dans un milieu très international. Où voilà, comme tu dis, c'est plutôt des inscriptions. C'est plutôt une école qui coûte assez cher, j'imagine, sur dossier, mais voilà, dès le moment où tu as les fonds et puis le réseau, je pense que il y a pas tellement un tri qui se fait toujours à l'entrée. Donc je pense qu'il y avait un peu, de tout le monde et personne dans cette formation. Comment toi tu l'as vécu, une formation supérieure comme ça dans un cadre quand même international assez exigeant, ou en tout cas dans l'image que donne Glion. Toi qui avais fait un CFC avant, c'est quoi qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé que tu avais une appréhension, des armes différentes? Enfin, comment tu as ressenti ça? Alors, j'avais pas d'appréhension, j'étais assez confiante. Par contre, ayant un CFC et pas de bac ou de matu, j'étais admise à condition. D'accord. Donc, je devais, sur les 2 premiers semestres, donc la première année, je devais maintenir une moyenne de 90 sur 100. Waouh. Ouais. Et sinon, j'étais pas admise en bachelor. Donc il y avait quand même ce tri, malgré tout. D'accord, ok. L'argent ne suffisait pas. À la base, ils m'acceptaient même pas. Ok. Parce que j'ai pas de... C'est vrai, j'ai pas de... Ouais, t'avais pas de matu. Non, j'ai pas de bac, quoi. Donc, il n'y a pas de raison à ce que je sois admise. Ouais. Donc, c'était la condition qui a été remplie. En fait, moi, j'étais super bien. Je veux dire, déjà, j'ai toujours fonctionné dans des milieux internationaux comme ça. J'étais hyper appliquée. J'avais un petit peu la pression qui m'a pas été communiquée, mais j'avais envie d'honorer cet investissement de mes parents. Donc, puis je me suis super vite intégré. Ça a été hyper fluide. Fluide. Ouais. Et puis au niveau des autres profils qui étaient là, est-ce que tu as l'impression que, j'en sais rien, peut-être dans ton approche pratique ou dans ton rapport interpersonnel, est-ce que tu avais le sentiment que ton CFC t'amenait une valeur ajoutée par rapport à ça? Oui. Alors d'une part, j'étais un peu plus âgée. Et le fait d'avoir déjà travaillé, le fait d'avoir... je veux dire, travailler, c'est une chose, mais travailler, ça veut dire non seulement faire le travail en soi, mais ça veut dire être en contact avec des clients, ça veut dire être au téléphone 22 fois par jour, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, quand on arrive dans une école où on a des travaux pratiques, où on a des profs de haut calibre, on est quand même vite à l'aise parce qu'on a déjà fait ce genre de choses, parce qu'on a géré des problématiques réelles. Parce que travailler dans un bureau et puis parler à un client au téléphone, c'est un enjeu réel. C'est pas de la kitchenette, quoi, de la dinette. Donc oui, et je me suis retrouvée un peu pas privilégiée, mais enfin tu sens que t'as quand même une petite aisance. T'es un peu moins handicapé, quoi. Quand même, tu piges un peu plus vite, oui, quoi. Parce qu'il y a quand même certains étudiants qui débarquent, quoi.
Ouais. Du petit cocon familial, où ils ont, en effet, ils viennent aussi la majorité d'écoles privées, internationales. Ouais. Il y en a qui ont... Alors, il y en a qui ont déjà travaillé, il y en a qui ont été obligés de trouver des jobs d'étudiants. Ils ne sont pas tous privilégiés. Mais on voit la différence entre les élèves qui ont un peu touché à d'autres choses ou fait d'autres études avant. Ouais. Ça, il y en avait. On voit la différence entre ceux-là et ceux qui débarquent du parcours traditionnel. Donc, si je me rappelle bien, Glion en dessus de Montreux, mais là où toi, tu avais ton campus, c'était à Bulle. Hein. Il y a une section hôtellerie qui est à Glion, et puis la section événementiel, entertainment, c'était... Alors, comment en fait, ça se passait? tu commences à Glion la première année. D'accord. Et puis après, tu vas à Bulle pour la suite. Ok, mais tout le monde? Tout le monde. Ah, d'accord. Tout le monde. Ok. Ouais, tout le monde. Okay. Donc Glion, c'est un peu le Poudlard de la première année. Exactement. Puis après, c'est à Bulle dans le brouillard, quoi. Voilà, avec les vaches. Ouais. Donc nous qui connaissons, ça va. Mais les touristes qui débarquent des quatre coins du monde déchantent un petit peu quand ils arrivent à Bulle. Ok. Ouais. Et là-bas, tu dormais là-bas? C'était campus, donc... Oui. Ouais. Alors, à Glion, c'est obligatoire de dormir sur le campus. Ouais. Et à Bulle... Le premier semestre à Bulle, c'est obligatoire aussi de dormir dans les hébergements étudiants, quoi. Et par la suite, tu peux prendre un appart avec des amis ou dormir chez toi. Ouais, ça dépend. T'habites, quoi. Ouais. Ok. Donc là, j'ai pris un appartement avec deux colocs. Ouais. Ouais, trop bien. Ouais, c'était cool. Et donc, là, suite à ton bachelor, t'es parti voyager, c'est juste? Alors, quand j'ai fini mes études, non, c'est là que j'ai commencé directement dans cette entreprise d'événementiel sportif. Oui, ouais. Et ça, c'était, encore une fois, tu été dans un truc quand même qui était assez local. Très. Comment ça se fait? Enfin, il s'est passé quoi, peut-être à titre personnel, dans cette projection de dire, OK, je vais faire Glion, qui a une grosse renommée internationale quand même, à tout d'un coup se dire non mais pour finir je vais rester un peu par là. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial qui a fait que tout d'un coup tu t'es pas dit je vais retourner aux États-Unis parce que j'en sais rien, j'ai le passeport, etc. Bah oui, non, alors bête raison personnelle, ma mère était très malade, donc je voulais pas partir. Ok. Ouais, donc évidemment que ça m'a, je vais pas dire que ça m'a fermé des portes, mais c'est sûr que puis personne m'a obligé de rester, mais l'école, elle donne... Enfin, cette école-là, en tout cas, c'est clair qu'elle t'ouvre un peu le monde. Hein. Je veux dire, tu finis tes études, puis d'un coup, tu te dis, je peux aller partout. Ouais. On a des connexions partout, on a des partenariats partout. Donc, c'est-à-dire que d'un coup, tu te retrouves avec l'embarras du choix. En principe, pas de famille, pas de... Donc là, t'es un peu le king du monde. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que non, moi, je me suis tout de suite... Enfin, pour moi, c'était évident que je restais. Ouais, ce qui est normal. Ouais. Enfin. Donc oui, donc je suis resté à Poudet. Je suis pas allé très loin. Et justement, quand tu es arrivé dans cette organisation événementielle, t'as quand même été mené à bouger un peu par des événements internationaux, notamment un au Colorado que vous avez mis en place pendant que tu étais là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ouais. Alors, donc l'entreprise s'appelle OC Sport, entreprise qui a des bureaux en France, en Suisse et en Angleterre. Ok. Qui a fermé, mais donc plus qu'en Suisse, en France. Et en fait, donc l'événement un peu phare, c'était ce qu'on appelait la haute route, donc pas la haute route à ski, mais la haute route à vélo, qui représente, pour se faire une idée, c'est un peu le Tour de France amateur. Ok. Donc c'est vraiment un niveau costaud. Ils font 3 cols par jour sur 7 jours. Donc il faut vraiment avoir une petite forme physique. Mais tu dis amateur, tu dis plus petit format plutôt que amateur, parce que c'est des pros qui... Non, c'est des amateurs. Ah, donc, c'est des amateurs, ok. Ouais, n'importe qui. D'accord. On avait des banquiers qui faisaient beaucoup de vélo. Non, amateur, vraiment purement amateur. Donc, mais il faut vraiment être très en forme. Okay. Donc, c'est un événement qui est sur 3 semaines. Donc, la première semaine, c'est les Pyrénées.
La deuxième semaine, ce sont les Alpes. Et la troisième semaine, ce sont les Dolomites. Donc le cycliste peut s'inscrire à 1 semaine, 2 ou 3. Waouh. Donc on en avait une vingtaine qui faisaient les 3 semaines de suite. Donc costaud. Et donc ça c'était cool parce que là vraiment pour apprendre la logistique d'un événement sportif, on pouvait pas faire mieux. Je veux dire, c'était horriblement difficile. On se déplace tous les jours, on déplace 500 cyclistes, on déplace 150 membres de staff, on va dans des stations de ski. Parce qu'évidemment, on arrive en haut d'un col, bah, bien sûr. où il y a un hôtel et demi, et puis on me dit, Margot, trouve-nous un hébergement, quoi. Ouais. Je dis, ouais, mais t'es gentil, mais il y a une auberge de jeunesse, donc où est-ce que je mets ce petit monde avec 3,50 balles de budget. Donc c'était vraiment le meilleur apprentissage pour ce métier. À la dure, on dort 3 heures par nuit, et puis on fait ça pendant un mois, et puis... voilà, puis mais c'est le main event, quoi, Ouais, complètement. Et puis, en fait, il y a eu l'idée de l'exporter dans le Colorado, parce qu'on avait beaucoup d'Américains qui venaient faire. Et puis... lors d'une édition, il y en a un qui a dit mais venez faire ça chez nous, quoi, parce qu'on n'a pas ça et puis ça serait bien. Donc moi j'ai organisé en fait le test event. Donc d'abord un événement presse où on a simulé l'événement avec des journalistes et photographes. D'accord. Donc ils étaient une dizaine. Mais comment ça? Eux ils se sont mis sur leur vélo. Parce que c'était des gens qui étaient passionnés par le cyclisme. Bien sûr. Donc journalistes cyclistes, si on veut. D'accord, ok, je comprends. Et donc, en fait, on a fait un mini-événement avec eux. Ah, vous avez fait le parcours, pour la presse, ouais, exact. Ok. Ouais. Donc, puis après, évidemment, ça a fait un peu de bruit. Puis l'année d'après, ça a été le vrai événement. Donc non, c'était cool. Ok, cool. Et puis les inscriptions, j'imagine que c'est plus facile, peut-être en Europe, parce que tu as un peu des gens qui se réinscrivent. Enfin, tu as ce principe un peu de fidélité d'ambassadeur, d'arriver comme ça dans un gros état qu'est le Colorado, enfin un nouvel environnement, un autre marché. Alors, tu dis qu'il y avait des Américains qui venaient, mais bon, les États-Unis, c'est relativement grand quand même. Donc, je suis pas sûr qu'ils venaient tous du Colorado. Non. Donc, comment ça s'est fait? J'imagine que c'était majoritairement des Américains, peut-être un peu des Canadiens qui descendaient. Comment vous avez fait? De tout. Il y en a qui ont voyagé depuis l'Europe. Alors, c'est clair que ça, c'est toute une logistique. Parce que d'une part, il faut prévoir du temps pour le voyage, il faut prévoir du temps pour s'acclimater. Ouais. Parce que quand tu as 8 heures de décalage dans les dents, plus altitude, et puis que tu dois faire 3 cols... ça tire un peu la gueule quand même. Mais on travaillait aussi avec des personnes locales. Enfin, typiquement, on a fait appel à des Américains pour gérer tout ce qui était sécurité, police, fermeture de route, tout ça. Donc, eux ont tout un réseau. D'accord. Donc, les inscriptions, c'était pas hyper compliqué. Ok. Surtout que d'un coup, on est arrivé un peu comme le Messi, l'événement qu'il n'y avait pas. D'accord, ok. Il y avait vraiment une place sur le marché pour ça, quoi. Ouais. Parce que le cyclisme, c'est moins un gros truc aux États-Unis ou bien... En fait, le cyclisme, c'est un peu le nouveau... c'était un peu le nouveau golf. D'accord. Ouais. Ok. Donc, des hauts cadres qui se mettent au sport et puis, ils choisissaient le cyclisme. Je ne sais pas pourquoi. Contrairement au golf, il y a un peu plus de dépenses physiques, je dirais. Puis il y a peu de... Dans le cyclisme, il y a toujours, mais c'est quand même un sport. Enfin voilà, il y a moins de risques de blessures. C'est accessible, quoi. Que de faire que de le hockey sur glace, quoi. Par exemple. Voilà. Mais ok, trop bien. Donc là-bas, t'as fait. Comment ça se fait que tout d'un coup, t'as eu besoin de changer et de voyager du coup à ce moment-là? J'en avais un peu. Alors, faut dire que c'était quand même, c'est pas un métier facile. Hein. L'événementiel, tout le monde croit que c'est super, qu'on va aller faire des magnifiques choses dans de magnifiques endroits. C'est assez ingrat. C'est beaucoup d'heures, c'est faire de tout. D'un coup, tu fais l'hôtesse, d'un coup, tu montes une barrière, d'un coup, tu es en train de nettoyer je sais pas quoi. Il faut être très polyvalent. Il faut être prêt à faire des choses qui sont pas forcément dans ton cahier des charges. Beaucoup de travail d'équipe. C'est un métier qui est pas facile. Et surtout, chez OC Sport, c'était très formateur, mais c'est quand même une entreprise qui traite très bien ses employés, super bonne ambiance, tout génial, mais qui a quand même peu de moyens. Je veux dire, on dépense l'argent qu'on reçoit. Quoi. Bien sûr. C'est pas facile. Donc, au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour. Puis je me suis dit, en fait, j'étais en contact avec ma coloc de Glion, qui elle est estonienne, qui travaillait à l'époque chez Google à Londres.
Ok. Et puis en fait, on s'est les deux dit, bon, bah, ras-le-bol, on prend notre sac à dos, puis on se casse. Ah, ok. Donc on est parti 3 mois. Mais coup de tête, quoi. Coup de tête complet. Et puis on s'est dit, bon, bah voilà, si pas maintenant, jamais. Ouais. Donc c'était trop cool. Il fallait assumer le retour, mais c'était cool. Ouais, le retour est toujours plus compliqué, surtout quand tu fais sac à dos, parce qu'en fait, ton magazine, tellement d'informations et de trucs et de... Ouais. Oui, puis il faut... Si tu cherches pas de travail pendant que tu voyages, trouver du travail quand tu reviens, c'est long. Ouais. C'est long. J'ai fait... Alors, ça n'a pas été si long, mais j'ai quand même fait... J'ai fait 6 mois de chômage, puis t'as plus un rond. Ouais. Parce que c'était pas prévu tout ça. Bien donc, sûr. Mais c'était trop cool. Aucun regret, c'était génial. Et puis justement, cette période de chômage, avec un CFC, mais en même temps, voilà, un bachelor universitaire à Glion, dans un domaine qui est l'événementiel, c'était compliqué de trouver du job, ou à contrario, c'était des jobs qui étaient pas aux attentes que tu avais. Enfin, comment tu as envisagé un peu ce marché à ce moment-là quand même? Aujourd'hui, on le sait, il y a des statistiques qui sont sorties comme quoi c'est pas forcément parce que tu as un diplôme universitaire que tu trouves plus facilement du travail. Les places sont rares et chères. Donc, comment c'était cette période-là où tu te relançais et puis que tu avais quand même, avec ton apprentissage... T'avais quand même 5-6 ans d'expérience, quoi, déjà. Oui, et puis c'est clair que d'avoir les deux, c'est un sacré atout. En fait, à cette période, alors déjà, il faut qu'il y ait du travail à proposer. Quand il y en a, on est beaucoup dessus. Ouais. Donc j'avais pas mal d'entretiens. Il se passait quand même pas mal de choses. Et la plupart du temps, quand j'avais un entretien... J'arrivais au dernier round, quoi, et puis on n'était plus que 2, et puis ils choisissaient l'autre. Okay. Puis j'étais avec un chasseur de tête qui était bien, puis il me disait toujours, quand vous arrivez en dernier round, c'est que ça se joue à... Vous êtes les deux parfaitement capables de faire le travail. Bien sûr. Donc ça se joue à la personnalité, parce qu'il faut les départager, ces deux candidats. Bien sûr. S'ils sont là, c'est que vous êtes les deux appréciés. Donc c'était un peu pas de bol 2-3 fois où ils ont dit, ah bon, oui, j'ai pas aimé la manière dont elle m'a dit bonjour, quoi. Donc le feedback était toujours assez vague. On m'a jamais dit c'est exactement votre manque de ou pas assez d'allemand ou pas assez de ci ou pas assez de ça. On m'a jamais fait de, ça a jamais été. Ok. Donc j'ai fait beaucoup d'entretiens. D'accord. Donc il se passait quand même des choses, mais ça se concrétisait pas, quoi. Ouais. Et puis en novembre, finalement c'était pas si long, mais en novembre j'ai trouvé au CICR. Ouais. Quelque chose que j'aurais jamais cherché moi-même, je serais jamais allé dans l'humanitaire. Et puis le CICR, t'as fait une année et demie 2 ans. Ouais. Ok, donc t'avais fait 2 ans chez OC, 2 ans, et puis là aussi pareil, tout d'un coup besoin de changer un peu d'air pour aller à l'UFA. Disons que l'humanitaire c'est quand même très particulier. C'est hyper intéressant. Là, on se frotte quand même à quelque chose déjà de très réel, très concret, très dur, suivant où on va. On a affaire à des gens qui ont vécu des choses qu'on n'imagine même pas quand on habite en Suisse. C'est simple, hein, c'est des enfants, des adultes qui ont été enfants soldats, qui ont dû des fois tuer leurs parents, des gens qui ont été otages. Donc toi, t'es là en bout de table. Salut, coucou, moi j'ai fait Glion. Tu restes un peu en retrait. Donc c'était intéressant. Là aussi, je pense que si j'avais pu, je serais plutôt partie sur le terrain. D'accord. Puis là, tu étais vraiment à ce côté coordination et tout, quoi. Et puis j'étais basée à Genève. C'est vrai que ça m'aurait intéressé de faire du terrain. De nouveau, je l'ai pas fait parce que je voulais pas quitter ma mère. Mais donc là, en fait, j'avais un peu fait le tour. Je trouvais que j'étais pas suffisamment dans le coup. Enfin, l'humanitaire, il faut vraiment être avisé, hein, entre tous les conflits, chaque conflit est très, très unique. Il faut quand même être hyper renseigné. Ouais. Je me sentais pas suffisamment passionnée par le sujet. D'accord. Et je me sentais un peu quand même pas trop dans mon élément. Ouais. Si ce n'est alors le travail en soi, organiser les événements, faire ce que je faisais, il n'y avait pas de problème. Mais le contexte, j'arrivais pas trop à me l'approprier. D'accord.
Donc évidemment, quand j'ai vu qu'ils recrutaient à l'UFA pour l'Euro, je dis bon bah là on y est là. Ouais. Donc là j'ai fait 3 entretiens à l'UFA et puis bah évidemment quand ils t'acceptent, ouais. Et puis donc là tu revenais comme tu l'as dit, dans une grosse machine assez corporate. Ouais. Et il y a eu quand même, c'était en plein pendant le Covid aussi. Oui. Alors l'Euro 2020. Donc ça, c'était en plus notre Euro qu'on a organisé dans 12 pays différents. Donc beaucoup de contrats, énormément d'hôtels, l'enfer. Surtout qu'on avait des équipes qui se baladaient on n'avait pas une équipe par ville. On les déplaçait, ces gens. Donc quand on a décidé de reporter l'Euro, il a fallu tout recommencer à zéro. Parce qu'il y a certaines villes qui n'ont pas suivi, qui ont dit nous on est out et puis on fera pas l'année prochaine. Donc il faut trouver des nouvelles villes. D'accord. Puis il faut tout recommencer et puis se blinder dans les contrats pour une éventuelle nouvelle pandémie. Ouais. Donc ça c'était assez historique, intéressant de voir, très intéressant de voir. Je referai pas. mais c'était cool, c'était fascinant. C'est clair que reporter un événement majeur comme ça pour la première fois dans l'histoire, c'était assez fou, quoi. Ouais. Donc c'était une bonne expérience, j'ai absolument rien de négatif à dire, c'était super. Je veux dire, travailler comme ça dans le sport, si on veut travailler dans le sport, que ce soit les Jeux Olympiques ou l'Euro ou la Champions League, je veux dire, là c'est la crème de la crème. C'est le rêve des gens, je veux dire. Ouais, bien sûr. On n'est que 900 à Nyon, ils reçoivent 15 000 candidatures par année. C'est cool, je veux dire. C'est cool. Mais toi, tu étais vraiment sur le côté... Parce que j'imagine qu'il y avait 1 milliard de départements. Ouais. Toi, tu étais vraiment sur le côté logistique, le staff qui bouge. Donc, tu n'étais pas forcément sur l'expérience dans les stades ou ce genre de trucs. Okay. Non. Pas du tout. Non, donc, moi, purement staff. Donc, des mails, des téléphones... Ouais. Bon, ça ressemblait un peu à ce que je faisais, parce que sur la haute route, chez OC Sport, je faisais la même chose. Je faisais l'hébergement. Je pense que c'est aussi ça qui a joué la différence dans... Oui. Donc, c'était rien de nouveau pour moi, mais l'échelle était autre, quoi. Quand tu signes des contrats à plusieurs millions, tu relis quand même plusieurs fois, pour être sûr d'avoir bien lu ton truc, quoi. Et là aussi, 2 ans. 2 ans, ouais. Donc nous, on avait des contrats euros. D'accord. Donc c'est un contrat à durée déterminée, qui sont souvent prolongés. Ouais. Donc en fait, après l'Euro 2020, qui s'est fait en 2021. Exact. Il était question de rester. D'accord. Donc là, ils m'ont proposé de continuer et c'est moi qui ai dit non parce que j'avais un peu cette envie d'aller essayer de faire mon propre truc. Et puis en fait après ils ont quand même fait appel à moi pour l'Euro 2024 où j'ai fait la même chose mais en tant que sous-traitant. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'en fait ils se sont dit on va pas prendre quelqu'un à temps plein. Margot elle sait faire, elle a déjà fait, et donc j'ai fait ça comme sous-traitant, externe, quoi. Ouais. Donc j'ai fait 2 euros pour eux. Ok. Et parlons un peu de cette expérience entrepreneuriale. Comment est-ce que c'était une passion pour le sport? Est-ce que tu as voulu amener quelque chose qui était nouveau? Est-ce que tu aimais ce côté plutôt est-ce que tu sentais que tu avais besoin de liberté en ayant été dans un truc très corporate? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait justement ce côté plus je dirais mobile, et puis ensuite te dire je vais dans un créneau avec une salle, et puis peut-être aussi après je pense que c'est intéressant d'en parler. Quels sont en fait les moments, les échéances que tu te donnes en disant en fait là j'arrête, parce que moi j'ai aussi des fois eu l'occasion d'arrêter. Alors des fois tu as toujours ce truc de je remets une pièce dans le jukebox et puis ça repart, et puis des fois c'est non mais là je le sens pas, puis j'arrête. Détaille un peu la genèse de ce projet, et puis après comment ça s'est fini un peu.
Alors, en fait, ça a commencé surtout quand j'étais à l'UFA. J'avais une collègue qui travaillait aussi à l'UFA en tant qu'employée, mais qui était coach sportif dans son temps libre. Ok. Donc on faisait du sport ensemble à midi. Puis c'est elle qui m'a un peu donné goût à ça, puis qui m'a dit, mais tu sais, il y a plein de formations annexes que tu peux faire en parallèle de ton job pour te former. Puis je dis, bon, bah, pourquoi pas. Et puis en fait, bah, j'ai fait mon diplôme de personal trainer comme ça dans mon temps libre. Ouais. Et en fait, j'ai eu cette envie. Déjà, j'en avais marre du cadre du bureau. D'accord. Les horaires, il faut venir, et puis il faut être là, et puis il faut pas trop aller aux toilettes trop souvent, et puis il y a des règles, et puis ça, j'en avais marre. Ok. J'avais envie d'un peu de liberté avec ça. Et en fait, j'avais un peu donc moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout, donc c'était moyennement encouragé. Mais en fait, j'avais cette conviction de me dire, il faut que j'essaye. Ouais, la flamme. Ouais. Puis ça marche pas, mais et puis ça peut aussi marcher. Donc, bah, bien sûr. Puis au pire, ça marche pas, quoi. C'est pas très grave. Donc, en fait, j'avais pas envie d'ignorer un peu ce besoin d'essayer. Ouais. Donc, j'ai essayé. J'ai commencé petit, c'est-à-dire que je travaillais à mi-temps dans un studio de fitness à Bulle. D'accord. Retour à Bulle. Et le temps restant, j'avais mes propres clients, tous quasiment à domicile. À leur domicile. Ouais. Et ça marchait franchement assez bien. Ouais. Assez bien. Et c'est en fait à Bulle que j'ai rencontré ce qui serait mon associé. D'accord. Elle était aussi arrivée en tant que coach dans cette structure. Et puis en fait, on s'est bien entendu. Puis on a dit, bon, on s'émancipe et on va ouvrir notre propre salle. Ok. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et franchement, j'étais très contente de ne pas le faire toute seule. Oui. Il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. C'était quoi les plus gros challenges et les choses à réfléchir, enfin les principales? Alors, déjà, ce qui est difficile, trouver des locaux, se battre pour un contrat, transformer des locaux, trouver un concept, gérer les prestataires. J'ai de la chance d'avoir un architecte pas loin, donc ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup d'enjeux quand même financiers, et puis on est deux, donc alors nous on avait de la chance, on était d'accord sur 99% des choses, mais heureusement, parce que si d'un coup il y en a un qui dit moi je veux le mur bleu et puis moi je le veux rouge, c'est tout con, mais enfin c'est quand même ça peut être des points de discorde. Ouais. Donc ce qui était difficile aussi, c'est les autorisations. Il faut que je me remette un peu dedans, mais enfin, autorisation de mettre une enseigne, enfin des procédures administratives, c'est un peu sans fin. Le financement, la caution, enfin, il y a toujours un truc. Le site internet, puis tout ça en surveillant vraiment un peu son porte-monnaie, quoi. Bien sûr. Donc ça c'était des débuts, puis évidemment d'abord on n'a pas pensé Montreux, on regardait autre chose, donc on passe aussi par des étapes. Des fois on fait du travail pour rien parce d'un coup on se dit pourquoi pas Forel, puis après pas du tout Forel, c'est tout un brainstorm. Ouais. Donc ça, j'étais toute seule, ça aurait été vraiment un grand moment de solitude. Ok. Donc heureusement qu'on était deux et ça s'est très bien passé. Puis quand on ouvre, on passe par différentes phases d'idées. Est-ce qu'on prend ce créneau-là? On fait des millions de rendez-vous, de meetings qui certains servent, d'autres servent pas. On fait appel à des partenaires, on monte des concepts. De nouveau, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Il faut accepter en fait tout ne va pas marcher. En fait. Ouais. Donc il faut être un peu fataliste, quoi. Ouais. Et puis après, donc certaines choses prenaient. Ouais. Et puis en fait, la décision d'arrêter, elle était pas si difficile dans la mesure où c'était en fait la réalité des chiffres, quoi. Donc il n'y avait pas mille questions à se poser. Je veux dire, d'un coup, on a dit il nous reste X francs, ça représente un certain nombre de loyers, et puis basta. Puis on n'y arrivera pas. Ouais. Donc là aussi, grand moment de difficulté parce qu'on avait un bail commercial. Ouais. Donc il faut trouver un repreneur, exact, en fait. qu'on ne retrouvait pas. Et donc on disait systématiquement à la régie, on ne trouve pas, mais nous, au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir payer.
Donc, nous sommes en tort, mais Bien c'est sûr. de leur dire comment est-ce qu'on peut faire, quoi. Ouais. Nos locaux appartenaient à un couple très riche de la place montreusienne. C'est pas parce que les gens sont riches qu'ils doivent donner, mais en fait, on essayait de dire, reprenez vos locaux, quoi. Ouais. Vous êtes propriétaire, ça vous coûte rien. En fait, on a vraiment, d'un coup, on avait même écrit une lettre un peu sentimentale, quoi, en disant, on sait qu'on s'est planté, on sait qu'on s'est raté, mais Trouvons une solution. Trouvez-nous une solution. Et puis en fait, d'un coup, la régie nous a appelé pour me dire, le propriétaire reprend son bien, c'est sa sœur qui va y faire de la peinture. Je sais pas puis ciao. Puis voilà, puis on n'en parle plus, quoi. Et puis d'un coup, il fallait le vider en 24 heures. Donc quand on a un studio de fitness, on a de la fonte, on a beaucoup de choses très encombrantes, très lourdes. Il fallait le mettre en état, on avait scotché un truc au mur, enfin c'est tout bête, hein, mais bien sûr. D'un coup il faut tout démonter. Ouais. Stocker aussi, parce que je sais pas chez vous, mais moi j'ai pas la place de mettre 200 kilos de fonte, et un rameur et puis des barres d'haltérophilie. Ouais. Donc difficile. Mais c'est vrai qu'on voit pas ça comme un échec. On l'a fait, on l'a ouvert, on l'a fermé. C'était une super opportunité, on s'est volontiers resté. C'était vraiment cool, ça fonctionnait bien, on travaillait beaucoup, mais on aimait bien. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé la notion de faire mes propres règles, quoi. Ouais. Vraiment. Ça c'est quelque chose qui m'est resté. C'est-à-dire que maintenant, dans mon travail actuel, je suis un peu arrivée en disant moi, je suis une employée très disciplinée, très conciliante. Par contre, je suis assez indépendante. Il faut pas me surveiller toute la journée. Le travail sera fait. S'il n'est pas fait, il faut me le dire. Mais si d'un coup, je disparais entre midi et 2 parce que je suis en train de balader mon chien... faut pas marceler au téléphone, quoi. Non. Ça, justement, qu'est-ce que t'en as gardé? T'as l'impression que t'as, j'imagine, appris des choses sur toi. Je pense que ça t'a donné confiance en toi aussi, oui. comme expérience. Alors après, t'as pas tout de suite trouvé le job que t'as actuellement qui enfin, comme je le comprends, te plaît beaucoup. Ouais. Mais t'as fait un petit passage dans le corporate. Tout à fait, dans le secteur financier. À UBS. Mais ça t'a, voilà. Si tu devais citer peut-être 3 choses de cette expérience entrepreneuriale, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais ça, j'en avais pas forcément besoin, mais ça responsabilise. Dans la mesure où, d'un coup, c'est notre argent, c'est notre projet, c'est notre bien, et puis, on a la responsabilité totale du succès de ce projet. Ouais. On peut pas se reposer sur un investisseur, on peut pas se reposer sur un groupe, on peut pas se reposer sur d'autres collègues. Là, c'est vraiment, ça dépend que de toi. Ouais. Donc voilà, fais avec ça. Donc ça, comment dire, ça participe un peu à ta construction de carrure, de capacité à encaisser aussi, de relativiser aussi, de se dire ça n'a pas fonctionné, je passe à autre chose. Je dirais aussi je trouve que est-ce que c'est la génération, je sais pas si c'est une histoire de génération, mais typiquement, moi, ça m'a beaucoup appris il faut oser faire les choses. Je dirais, il faut pas avoir peur de l'échec. Ouais. Ça me rend dingue quand j'entends des gens, j'ai peur de rater. Vas-y, essaye. Alors c'est culturel à mon avis, plus que générationnel. Peut-être. C'est culturel. En Suisse, on n'aime pas trop oser. Ça me rend folle, quoi. Je veux dire, en fait, c'est cette capacité, je trouve que c'est un peu, j'ai pas le mot en français, mais c'est un peu chiard de se dire, moi j'ai peur de rater, donc je fais rien. Ouais. Ça me rend dingue. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu ça a contribué à ma capacité à me lancer dans des choses, même si je sais pas très bien où je vais, même si je sais pas si ça va réussir. Je veux dire, aller travailler dans une banque, c'est pas du tout mon milieu. Je savais pas à quoi m'attendre. Bien sûr. J'ai plein de gens qui m'auraient dit moi j'ai pas accepté le poste parce que j'ai pas envie et puis je sais pas, et puis c'est pas mon truc. Puis non, moi j'ai pas hésité une seconde. Au pire ça fonctionne pas, et puis rien n'est permanent. Je veux dire, un travail on peut le commencer puis on peut partir. Je veux dire, bien sûr. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup
c'est pas endurci, c'est pas le terme, mais t'es un peu bulletproof, quoi. Ouais, quand même, ça te renforce. Ouais. Et puis, je pense que face à un futur employeur, si tu passes d'indépendant à employé, ça peut faire un peu peur pour un employeur qui se dit, bon, j'ai devant moi une personne qui veut fonctionner un peu de manière indépendante, je peux être vu comme peut-être quelqu'un de difficile à gérer. Alors que je le suis pas, mais ouais, disons que je suis un peu électron libre, du coup. Par contre, mon travail est fait, et puis j'ai pas peur de travailler le week-end, mais c'est vrai que j'aurais ce fonctionnement de me dire, alors je peux pas forcément me l'autoriser maintenant, mais vendredi après-midi il fait beau, je préfère aller skier, puis samedi matin je travaillerai, puis je rattraperai. Ouais, bien sûr. Pour moi, ça c'est acceptable. D'autres personnes diraient, mais je ne vais en aucun cas travailler le week-end. Ouais. Par contre, c'est pas forcément dans les mœurs. Je veux dire, si sûr. je dis ça à mon employeur, je suis pas sûr qu'elle me dise, oui, il y a pas de problème, va te faire une fondue à Les Uns vendredi à 3h, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aucun problème de travailler tout le samedi pour rattraper mon vendredi de loisir, quoi. Ouais. Donc c'est difficile à... il faut trouver un peu son chemin, il faut trouver un peu l'endroit où on arrive à avoir un peu des deux. Ce qui n'est pas évident, mais... Ce que tu as trouvé aujourd'hui, parce Plus que ou moins. voilà, UBS, sans trop rentrer dans les détails, hein, mais j'imagine très corporate, des événements qui se rêpent d'année en année. Oui. Très peu de prise de risque. Très peu de prise de risque. en termes de j'en sais rien, de concept, j'imagine. Oui. Surtout dans une période où tu as été dans cette transition quand même, où tu as avalé le Crédit Suisse. Et puis, je pense que tu veux... tu rajoutes une couche de béchamel institutionnelle par-dessus ce qu'il y avait déjà pour vraiment dire on est la banque suisse mondiale. On ne bronche pas. Ce qui est intéressant, c'est que je suis contente parce que j'ai vécu 2 euros, dont un reporté avec le Covid, et puis j'ai vécu Crédit Suisse US. Ouais. Donc je suis contente d'avoir participé à ces... C'est quand même des faits un peu historiques. Hein. Il faut y être sensible, mais c'est quand même assez dingue, quoi. Ouais. Donc même si ce sont des environnements que j'affectionne assez peu aujourd'hui, je suis contente d'avoir participé à ça, c'est sûr, parce que on sous-estime quand on n'est pas dedans, mais je veux dire, ce qui s'est passé avec l'UBS Crédit Suisse, c'est du jamais vu, c'est de la folie furieuse. C'est devenu un monstre du milieu. Donc c'est sûr que les événements... C'était intéressant de travailler dans ce contexte. Il y a quand même un peu de budget, et t'apprends. Ouais. Moi, j'avais jamais travaillé dans la finance. J'ai pas travaillé dans la finance, mais entouré d'eux, c'est intéressant. C'est très structuré, c'est, comme tu dis, peu de prise de risque, très formaté. Ouais. Il y a du matériel d'événement, c'est le même. On le met à Zurich, on le met à Lausanne, puis on transporte ce petit matériel d'événement qui sera toujours le même. Ouais. Puis il y a des règles. Je veux dire, je peux pas mettre le logo UBS sur des macarons parce qu'on ne mange pas le logo UBS. C'est plein de petites choses comme ça, mais c'est tellement surveillé. Je veux dire, je peux pas, tu peux rien faire, quoi. Je peux pas mettre une clé USB dans mon ordinateur. J'ai pas le droit de me balader avec mes guest lists. Je peux pas les ramener à la maison. Je peux pas imprimer des choses chez moi. C'est vraiment très réglementé. Ouais. On comprend pourquoi. Bien sûr. Mais il faut être prêt à... Mais au jour le jour, c'est pesant. C'est un peu lourdin. Ouais. Et là, dans le rôle que tu es maintenant, beaucoup moins. Tu t'éclates. Donc, si tu devais expliquer ce que je fais, ce que tu fais maintenant. Alors, maintenant, ce que je fais, donc ces écoles, peu importe le type d'école, mais maintenant, de plus en plus, on valorise les diplômés de l'école. Donc, ce qu'on appelle les alumni, qui sont, dans notre cas, évidemment, partout dans le monde. En fait, ce sont des ambassadeurs pour l'école, bien sûr, parce alors certes, ils n'y sont plus, mais peut-être qu'ils veulent inscrire leurs enfants, peut-être qu'ils vont recommander le master à leurs potes, peut-être que... c'est vrai que c'est vraiment c'est une voie qui est importante pour notre école. Donc, on essaye un peu de les valoriser. Ouais. Donc, moi, mon but, c'est de faire en sorte que la communauté mondiale d'alumni vive.
Comment? En organisant des événements partout dans le monde pour qu'ils se retrouvent. Donc ça, c'est des événements de networking, c'est des conférences, c'est des sorties, sorties culturelles, sorties sportives. Et comme moi, je ne suis pas partout dans le monde, j'ai des ambassadeurs disponibles un peu partout et eux ont le rôle en fait de fédérer leur communauté locale. D'accord. Et moi, en fait, je les coach. Je les accompagne pour être sûr qu'il se passe régulièrement des choses, que les groupes WhatsApp soient vivants, que le site internet pour les alumni soit fourni, qu'on mette en avant certains alumni. Il y en a qui ont des parcours passionnants, il y en a qui ont des choses à proposer, des choses à offrir. Donc en fait, il faut être partout. C'est pas facile et il faut surtout être un peu l'espion. Donc, tous les matins, donc moi je suis dans tous les groupes WhatsApp du monde entier. Donc j'ai 200 messages. Il y en a qui sont pas important, parce qu'il y en a qui disent « Ah, bah salut, coucou, moi je suis à Paris ce week-end, est-ce que quelqu'un est là pour boire un verre ?» Mais d'un coup, t'en as un qui va dire « Ah, bah moi je viens d'ouvrir mon entreprise, voici les infos. » Puis là, je dis « Ah, là, il faut que je relaye l'info sur le site internet, il faut que je l'appelle pour dire « Ah, bah tiens, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'on peut te faire un article? Est-ce qu'on peut te faire une interview ?» Il faut écouter, en fait. Il faut écouter ce qui se passe, il faut observer, il faut aller à des événements. Donc, c'est dense. Là, depuis le mois d'octobre, j'ai un événement toutes les semaines. On essaye aussi de faire des incubateurs de start-up, parce qu'on a pas mal d'alumni qui montent leur start-up. Donc là, on fait aussi on essaye de les soutenir. Donc c'est très varié, très multitâche, mais c'est intéressant. C'est intéressant, Mais c'est cool, enfin, j'imagine que c'est stimulant aussi parce que c'est hyper varié. Bah ouais, puis t'as affaire à... C'est le monde entier, quoi. Donc t'as affaire à des cultures différentes tous les jours, à des projets différents tous les jours. Après, c'est aussi... c'est pas facile, parce que c'est évidemment pas la première priorité budgétaire d'une entreprise, les diplômés, parce qu'ils sont plus là. Bien sûr. Donc je peux pas faire tout ce que je voudrais faire, mais c'est un projet intéressant. Mais ça fait partie du jeu aussi. Oui, voilà. bah oui. Ok. Dernière question, Margot, si tu devais donner un conseil à toi, 17 ans, 18 ans, qui commence ton CFC demain, ton apprentissage, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Margot? Je dirais de rester bien curieuse et de ne pas avoir peur d'ouvrir des portes qu'on ne connaît pas. De vraiment garder le spectre large, de ne pas avoir peur d'essayer des nouvelles voies, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qui nous font peur. Mais je dirais vraiment de surtout rester très, très, très ouvert. Merci beaucoup. Et bien de rien, plaisir. Et puis à bientôt. Oui, à bientôt.